Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un petit résumé sur l'induction électromagnétique. Alors, il faut savoir que c'est une partie très importante donc dans les bacs, au niveau des bacs S, que ce soit bac S1 ou S2 ou bien même dans les concours d'entrée, concours parfois. Donc, c'est une partie très importante. Alors, déjà dans le cours, on a assez vu, vous avez vu que le cours a été tellement vaste. Donc, maintenant, on va essayer de vous donner les points essentiels à retenir sur cette partie. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a phénomène d'induction électromagnétique si le flux magnétique à travers le circuit varie, tout simplement. Donc, s'il y a variation du flux, alors il faut savoir qu'il y aura phénomène d'induction électromagnétique. Voilà. Deuxième point à savoir, c'est la loi de Faraday. C'est-à-dire que toute variation du flux à travers un circuit électrique crée ce qu'on appelle une force électromotrice induite pendant toute la durée de cette variation. Deux, savoir aussi la loi de Lenz, qui s'appelle que les phénomènes d'induction électromagnétique tendent à s'opposer à la cause qui leur a donné naissance. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut retenir dans la partie d'induction électromagnétique. Maintenant, troisième point, connaître aussi la loi de Lenz-Faraday qui stipule seulement que la force électromotrice induite est égale à moins dérivée du flux magnétique par rapport au temps. Le flux, si nous avons, c'est le flux magnétique à travers le circuit, qui s'exprime ici en Webb. Et la force électromotrice ici, donc, s'exprime donc en volts. C'est considéré comme étant une tension. Et maintenant, il faut savoir tout simplement que le flux ici, c'est égal à aussi le champ magnétique, vecteur champ magnétique, scalaire S. C'est-à-dire le vecteur S, le vecteur surface. Maintenant, ici, comme c'est un produit scalaire, on peut avoir ici B scalaire S. Donc, c'est égal à BS cosinus de l'angle θ. L'angle θ ici que je présente, c'est l'angle formé entre le vecteur champ magnétique et le vecteur S. Maintenant, ça, c'est le cas des conducteurs mobiles. Maintenant, le cas d'une bobine, donc, il faut présenter le nombre de spires parce qu'une bobine est toujours soumise au nombre de spires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir tout simplement que le flux magnétique à travers la surface sera égal à NBS cosinus θ. N ici étant le nombre de spires, B le champ magnétique puisque au niveau de la bobine, dans le champ magnétique créé à l'intérieur de la bobine, S ici étant la surface. La surface ici, on peut considérer comme étant la surface de base de la bobine, puisque la bobine peut être considérée comme étant un solénoïde. Maintenant, il faut savoir tout simplement que si la variation de ce flux, le flux magnétique, si cette variation qui est ici, donc qui permet donc la création d'un courant induit pour créer celui-ci, on peut faire varier S. Maintenant, varier la surface peut être variée par rapport au conducteur mobile. Dans le cas où nous avons flux est égal à BS cosinus θ. Ici, par exemple, dans le conducteur mobile, on peut avoir que les forces de la place dues au courant induit s'opposent au mouvement initial du circuit. Dans ce cas, on va voir que plus il y a augmentation de flux induit, plus donc le flux initial donc peut être diminué. Dans ce cas, on peut observer ce genre de comportement à travers les circuits mobiles. Maintenant, ou bien, on peut faire varier le champ magnétique souvent au niveau de la bobine. Voilà. Et maintenant, il faut savoir tout simplement que si nous avons augmentation du flux magnétique, donc vous avez que cette dérivée des flux par rapport au temps donc, est supérieure à 0. Donc la force électromotrice est inférieure à 0, mais aussi le courant induit aussi est inférieur à 0. C'est pour cela qu'on a dit que le courant circule dans le sens négatif et s'oppose à l'augmentation du flux, parce que le flux augmente. S'il y a augmentation du flux, automatiquement, la force électromotrice, donc, lui, va s'opposer par rapport aux causes qui leur donnent naissance, c'est clair, par rapport à la loi de Lenz. Maintenant, s'il y a diminution du flux magnétique, alors il faut savoir que la variation du flux par rapport au temps, il sera inférieure à 0. Et tant que cette variation est inférieure à 0, alors vous voyez très bien que là, on va voir que moins fois moins va donner plus, donc la force électromotrice sera positive. Et là, le courant circule dans le sens positif et s'oppose à la diminution du flux. Maintenant, ici, ce sont des remarques très importantes. Pourquoi? Parce que le cas où, en fait, dans les exercices, souvent, dans les conducteurs mobiles, on vous demande de donner, par exemple, le sens du courant induit. Alors, ce sens-là peut être interprété par rapport à la loi de Lenz. Donc, si on déplace le conducteur vers la droite,
Alors, il faut savoir que le courant induit va s'opposer au mouvement de ce conducteur. Si on déplace vers la droite, le courant induit va s'opposer par rapport à ce déplacement. Donc, c'est-à-dire que si le courant induit circule dans ce sens, alors la force électromotrice donc le courant induit va circuler dans le sens contraire du déplacement du mobile. Alors, il faut savoir simplement que, par exemple, si dans une variation, c'est-à-dire dans l'intervalle des temps T1 et T2, on maîtrise le flux magnétique, alors on peut parler de ce qu'on appelle de la force électromotrice moyenne. Alors, cette force électromotrice moyenne est donnée par relation est égale à moins la variation du flux existant entre l'instant T1 et l'instant T2, n'est-ce pas? Par rapport à la durée T2 moins T1, c'est-à-dire phi final moins phi initial sur T2 sur moins T1, s'il existe, bien sûr. Alors, troisième point à retenir, donc ici, c'est savoir maintenant comment calculer l'intensité du courant induit. Alors, le courant induit il est donné par la relation tout simplement égale à E, la force électromotrice, sur la résistance totale du circuit. Alors, ici, vous pouvez maintenant remplacer E, qui correspond à combien? À moins dérivé des flux par rapport au temps, et vous trouvez la relation suivante. Maintenant, autre point à retenir, c'est la quantité d'électricité induite. Alors, il est donné par la relation vers l'absolu de Q est égale à la variation du flux magnétique à travers la surface, maintenant à travers le circuit, maintenant sur la résistance totale. Il faut aussi savoir qu'on peut définir ce qu'on appelle le moment du couple électromagnétique, qui est donné par la relation θ qui est égale à ici, vecteur moment magnétique, maintenant vectoriel champ B. Alors, j'ai le vecteur moment magnétique ici, vectoriel champ B, qui correspond à MB sinus θ. Θ ici, c'est l'angle formé entre le vecteur moment magnétique avec le vecteur champ magnétique. Alors, vous avez la norme du moment magnétique, il est donné par la relation NIS. Alors, NIS ici représente le moment magnétique. Donc, vous voyez, c'est NIS fois B sinus θ. Alors, souvent dans les exercices, on est amené, par exemple, à déterminer l'équilibre stable de la bobine, par exemple. Une bobine qui est plate. Mais à partir de là, on peut simuler, donc, on est à l'équilibre si le couple électromagnétique est nul. Donc, si ce couple-là est nul, donc on va voir qu'il est nul si seulement si sinus θ égale à 0. Donc, sinus θ égale à 0, on peut avoir que soit θ égale à 0, soit θ est égal à pi. On est d'accord? Maintenant, pour θ est égal à 0, nous avons l'équilibre stable. Et pour θ égal à pi, nous avons l'équilibre qui sera instable. On verra ça dans les exercices. Je vous présenterai ça peut-être quelques-uns. Alors, déjà, il faut savoir donc que les caractéristiques du vecteur champ magnétique au centre du solénoïde est donné par sa direction toujours parallèle à l'axe du solénoïde, sens de la face sud vers la face nord. Maintenant, l'intensité est égale ici à la perméabilité de vide fois le nombre de spires fois le courant qui traverse donc la bobine sur la longueur du solénoïde, ici qui est exprimée en mètres. D'accord? La perméabilité ici, c'est là qui est de 4 pi fois 10 puissance moins 7 exprimée à l'unité internationale. C'est une constante. Hein. Et maintenant, alors, déjà, pour le deuxième point, c'est quoi? C'est le phénomène d'auto-induction. Voilà. Lorsqu'un courant variable circule dans un circuit comportant une bobine, il crée un champ magnétique variable. Cette variation s'accompagne de la production d'une force électromotrice induite, appelée ici force électromotrice d'auto-induction. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans un circuit comportant une bobine, si le courant qui traverse la bobine est variable, alors on conclut tout simplement que dans le circuit, il y a phénomène d'auto-induction. Tant que le courant est variable, bien sûr. Hein. Voilà. Maintenant, on peut parler cette fois-ci de la force électromotrice d'auto-induction. Alors déjà, il faut savoir qu'à travers la bobine, on peut parler de ce qu'on appelle d'un flux propre, qui est donné par la relation est égale à l'inductance de la bobine fois le courant traversant la bobine, puisque ce courant est variable, hein, on est d'accord. Maintenant, on peut poser par la définition qu'on a déjà vue dans la loi de Faraday. Donc nous avons ici E est égal à moins dérivé de flux propre par rapport au temps. Et en dérivant ici, l'inductance de la bobine est une constante. Donc on ne peut que dériver le courant, puisque le courant, on considère qu'il est variable. Hein. Et on aura que la force électromotrice d'auto-induction est donnée par la relation moins fois l'inductance de la bobine fois dérivée du courant par rapport au temps. Maintenant, ce qu'il faut comprendre encore, c'est comment déterminer l'expression de l'inductance L de la bobine. Alors déjà, on prend cette relation. Alors, il faut partir du fait que le flux propre est égal au nombre de spires fois le champ magnétique fois la surface S.
avec champ magnétique est égal à perméabilité du vide fois le nombre de spires sur la longueur du solénoïde fois le courant. Alors maintenant, en remplaçant le champ magnétique ici, on trouve l'expression suivante. On est d'accord? Maintenant, on peut passer en disant que ici déjà, le flux propre, on connaît, est égal à L fois L et L fois I. Et là, nous allons égaliser cette relation avec cette relation qui est là. Et là, on peut obtenir maintenant Li qui est égal à perméabilité dans la perméabilité du vide. Maintenant, fois N au carré S sur L fois I. Maintenant, on peut simplifier I et I. On peut avoir la relation suivante. Hein. L'inductance de la bobine est donnée par la relation la perméabilité du vide fois nombre de spires au carré fois pi fois R au carré sur L. On est d'accord? Mais là, parfois, on peut vous donner le nombre de spires par rapport à la longueur du solénoïde. Et à partir de là, vous pouvez avoir aussi les relations suivantes. Maintenant, il faut voir que la surface ici du solénoïde concerne la surface de base qui nous intéresse et non pas la surface latérale. Hein. Surface de base qui est égale à pi fois R au carré. Et voilà les relations donc possibles permettant de calculer l'inductance de la bobine. Voilà, maintenant pour l'établir, c'est très important, il faut savoir comment l'établir. Connaître la formule, mais savoir aussi comment l'établir. Ce n'est pas grande chose. Hein. Maintenant, autre point, c'est savoir que la loi d'Ohm, donc pour une bobine réelle. Alors, la tension à travers une bobine réelle, donnée par la relation, est égale à LDI par rapport au temps T, plus R fois I. R ici étant la résistance interne de la bobine. Maintenant, si cette résistance-là, elle est nulle, on va parler d'une bobine idéale. On est d'accord? Mais si la bobine donc, a une résistance, on ne l'a pas négligée, dans ce cas, on va parler d'une bobine réelle. On est d'accord? Voilà. Maintenant, autre point maintenant pour finir, c'est énergie emmagasinée par une bobine. Alors, il faut savoir tout simplement que l'énergie emmagasinée par une bobine est donnée par la relation E est égal à N demi fois L fois le courant I, le courant maximal obtenu au niveau de la bobine. Et voilà, un petit peu concernant les phénomènes d'induction et d'auto-induction. Donc, voilà, les points essentiels à retenir. Hein. Je n'ai pas voulu trop voilà, aller dans les détails. Je vous ai donné seulement les points nécessaires, les points essentiels à retenir. Donc, je vous laisserai le lien de téléchargement de ce document dans la description. Et comme ça, vous pouvez l'avoir et essayer de réviser un petit peu cette partie-là. Alors, on va se retrouver peut-être dans les prochains jours pour des exemples d'application sur ces deux parties. Parce qu'on a parlé des phénomènes d'induction électromagnétique, magnétique, et aussi phénomènes d'auto-induction. Donc, on va essayer d'avoir quelques exemples pratiques sur cette partie-là. Sur ça, je vous remercie et à bientôt. Hein.